Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Bienvenue dans votre tranche spéciale Mois de la femme, spéciale Mois de mars. Donc, nous sommes là. Nous allons recevoir pour vous une personne bien, une autorité que vous connaissez, une personne forte en matière de travail, une personne qui s'est distinguée dans différents domaines de travail. Donc, nous allons recevoir pour vous la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'est avec elle qu'on va passer ces quelques minutes dans votre tranche spéciale, oui, spéciale mois de mars. Donc, vous allez la découvrir. Elle va nous donner les conseils. Elle va nous donner les mots qu'il faut pour que la femme puisse être forte, pour que la femme puisse prospérer dans la vie, pour que la femme puisse s'épanouir et pour que la femme comprenne c'est quoi ses droits, pour que la femme puisse comprendre c'est quoi ses devoirs et que nous allons travailler ensemble et que l'égalité qu'on est en train de rechercher, nous puissions reconnaître nos potentialités et que nous puissions aussi être autonomes dans la vie, comme le thème de cette année nous dit, à toutes les femmes, jeunes filles, égalité, liberté, égalité, droit et autonomie. Donc, avec elle, elle va nous parler concernant la vie familiale, concernant la vie de travail, concernant la vie dans toutes les couches possibles et on va évoluer avec notre invité. Sans plus tarder, je vais saluer notre invité et vous allez la découvrir et vous serez très surpris. Bonjour maman. Bonjour, ma grande. Oui, maman, ensemble avec nos téléspectateurs, si vous pouvez vous présenter afin qu'ils puissent connaître avec qui nous sommes sur ce plateau. Bon, moi, c'est Kumba Makalian, Lélie de Campos. Je suis actuellement vice-présidente à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Je suis le porte-parole de la synergie de lutte des violences basées sur les genres et je suis initiatrice de l'action communautaire pour l'économie et le développement, une association qui est partenaire à l'ONG Sud-Ouest Développement. Voilà. Oui, nous sommes ensemble sur ce plateau avec l'honorable Liliane Komba. C'est avec elle qu'on va passer ces quelques minutes dans votre émission spéciale mois de mars. Maman, nous voulons que vous puissiez parler aux téléspectateurs et téléspectatrices. C'est quoi le droit de la femme? Merci beaucoup. Comme l'indique le terme de cette année, droit, égalité, autonomisation. Moi, j'ai dit toujours, on ne peut pas parler des autres effets si on ne connaît pas ses droits. Ouais. Les droits est l'élément très fondamental, comme je l'ai dit toujours. Nos droits, la défense de nos droits est à la fois individuelle et collective. Alors, le droit de la femme, oui, toute femme devrait savoir qu'en tant qu'être humain, on a les droits et les devoirs. Ouais. Ce sont des potentialités, des dispositions que la femme doit avoir pour se mouvoir dans la société. Parce que dans cette société où nous vivons, vous ne pouvez pas évoluer si vous êtes dans l'inégalité. Et le socle, c'est le droit. Il y a vos droits qui ont aussi des limites. C'est un peu ça. Alors, au niveau du mois de mars, comme on l'a dit, parce que la date même du 8 mars, mais qui finalement nous consacre les 30 jours, puise son origine par l'effort des femmes qui n'ont pas accepté l'injustice, les mauvaises conditions de vie, alors elles se sont liguées contre toutes ces exactions pour revendiquer les droits des femmes. Et c'est ainsi qu'en commémoration à Copenhague, on a décidé que désormais le 8 mars soit consacré aux droits de la femme. Voilà, c'est ça. C'est tout ce qui concourt à l'épanouissement et à l'émergence de la femme dans les conditions d'égalité qui constituent le droit de la femme, Joël. Oui. En tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez bien compris. Honorable Liliane nous a parlé de droits de la femme. Donc, nous, femmes, devons connaître nos droits. Et là, on va encore demander, maman, si vous pouvez nous parler, qu'est-ce que la femme peut retenir sur l'égalité? Ah bon, sur l'égalité, la femme devrait savoir que nous sommes dans une compétition avec qui? Avec l'homme qui est notre partenaire incontournable. Parce que l'homme n'est pas notre ennemi,
Mais c'est un partenaire qui nous tient par la main pour arriver à notre vision et à notre mission. Mais il s'est fait que la femme elle-même, parfois, recule. Pourquoi? Pour des préjugés, pour des considérations négatives de la société, pour tout ce qui est rétrograde. Voilà pourquoi on ne cesse de dire égalité entre hommes et femmes. Et vous êtes sans savoir qu'au début, c'était 50-50, tellement que l'exercice est ardu que maintenant, on voudrait parler de 30% pour représenter la parité. Mais moi, je ne suis pas dans cette trajectoire. Je dis toujours qu'on devrait, si on veut parler égalité, parler de 50-50. J'étais à Nairobi, j'ai vu des femmes faire la vraie parité. C'est que j'ai vu que les femmes travaillent au même titre que les hommes. Je les ai trouvées à l'aéroport en train de conduire des gros bus. Je les ai trouvées travailler même la nuit. Quand chaque fois je vais aller à l'aéroport, c'est à 5 heures je vois une femme devant ma porte. Et là, je me dis, voilà l'égalité, voilà la parité. Parce qu'il ne suffit pas de chanter à la longueur de la journée et que vous êtes en train de faire ce que j'ai dit, Sopeka, Sombelanga, Pesanga, Kabolanga, ni Peko, ni Kabrieko, ni Saïdieko. Non, non, non. Cette égalité réside dans la force. Ce que l'homme fait, si vous pouvez le faire aussi, vous serez égaux, l'homme et la femme. Mais si vous mettez à chanter à la longueur de la journée, ce n'est pas correct. J'ai vu que dans l'introduction, vous avez dit, il y a des femmes qui sont mariées, il y a des femmes, mais vous, moi je suis mariée aussi. Mais si une femme a fait un choix d'être mariée, il ne faut pas la blâmer pour cela. Ce qu'il faut briser, c'est sa force, Mamie Joël. Je voulais te dire, une femme qui a choisi son foyer comme son socle, il faut l'encourager par rapport à ça. Parce que c'est un travail aussi ardu. C'est-à-dire, elle se lève très tôt, elle prépare pour son mari, ses enfants, elle tient la maison et elle ne pourra dormir que tard, que ce soit rural, que ce soit urbaine. C'est aussi un choix et aussi un choix aussi difficile. Nous autres qui travaillons, nous nous substituons à d'autres femmes ou à des hommes de ménage pour faire ce que nous devons faire, mais en sachant toujours qu'il y a quelque chose à faire. Quoi de plus ardu? Donc ce n'est pas à banaliser. À partir de ce que son mari lui donne, elle épargne, elle fait vivre la maison. La simple gestion qu'elle organise dans sa maison, c'est déjà du travail. Donc il faut la prendre en compte. Je crois que il y a quelques années, je crois en 2018 ou 2017, une de mes grandes sœurs qui travaillait à la GECAMI, pour ses comptes, elle est partie aux États-Unis. Et le thème de cette année capitalisait aussi le travail domestique de la femme. L'autonomisation. Donc, elle peut faire son jardin pour épargner les dépenses de son mari. Elle peut faire du pain pour nourrir sa famille. Elle peut faire autant. Je l'ai fait aussi. Le pain fait pétri par mes mains, il est si bon que ce que je peux acheter. Et donc, je voulais un peu recadrer comme ça. Donc, tous se valent. Nous sommes dans une diversité. Si une femme a choisi le bureau, l'autre a son bassin sur la tête pour vendre les bananes, l'autre les cacahuètes, on s'égale. Mais le chemin est que nous puissions trouver de quoi faire vivre nos familles, nous-mêmes, nos maris, nos enfants. C'est ce qui est fondamental. Ok, merci beaucoup, maman, comme vous avez épinglé cela. Mais je voulais que vous puissiez nous parler de vous-même en tant que mère de famille et vice-présidente de l'Assemblée provinciale. Comment est-ce que vous arrivez à concilier ces deux fonctions? Parce que vous avez dit, travailler à la maison, être mère de famille, ce n'est pas facile. Aussi, travailler pour la nation, ce n'est pas aussi facile. Comment vous arrivez à concilier cela pour que vos deux tâches ne soient pas vraiment une charge qui vous pèse sur les épaules? Je suis mal à l'aise de parler de moi parce que j'aimerais que les gens m'observent. Comment je suis à la maison ou comment je suis. Qu'à cela ne tienne. Mais je pense que être à la maison, c'est une vocation que le bon Dieu a voulu. Moi, je suis femme. J'ai mes devoirs par rapport en tant que femme. Et l'homme a ses devoirs et ses prérogatives.
Et puis dans ce monde moderne, hein, il y a des hommes qui prêtent la main à leurs femmes. Là, on ne va pas se cantonner. Mais parce que je suis une personne mature et compétente, il n'y a pas d'obstacle que je sois femme ou homme. En tout cas. Si je suis à l'Assemblée, je dois travailler comme tout le monde parce que je suis rémunérée sans injustice. Ce que l'homme reçoit, je le reçois aussi. Et donc, je suis dans cette marche, il n'y a pas de problème. Je m'arrange à répondre à mon appel de travail en tant qu'être humain. Je ne devrais pas me stigmatiser à dire je suis femme, donnez-moi ce qui me convient. Non, je vais travailler 3 heures. Même au Parlement, il arrive des fois que je suis la dernière à sortir si je n'ai pas terminé le lot de mon travail. Moi, je trouve que nous devrions enlever de nos esprits la parité au sens de la femme être fragile, à être protégée. Mais si dans ce monde, il y a une personne qui est endurante, c'est la femme. Elle endure. Et pendant les moments difficiles, c'est elle qui donne une réponse prompte et ponctuelle. La résolution 1325 en parle beaucoup. Oui. Donc, c'est un peu ça. Même comme vous êtes journaliste, cela n'est pas un fardeau, ça devrait être agréable. C'est comme dit un auteur libanais, Khaïl Gilbert, que j'aime toujours répéter. Le travail devait nous donner de la joie. Parce que le travail qui est fait avec des lamentations ressemble à celui qui donne du pain noir et lui demande de laisser de mal faire son travail et d'aller à la porte du temple pour mendier. C'est pour dire, quand on fait son travail, on devait être joyeux, gaillardi, épanoui, parce que c'est ce qui nous fait vivre. Moi, chaque fois, quand j'arrive au travail, je me dis, Dieu, donne-moi la force de Goliath et la sagesse de Salomon. En tout cas, très profond. Pour ne pas avoir des idées noires. Oui, parce que si sans cela, vous ne saurez rien faire. Oui, il faut se débarrasser des problèmes et que de voir que du travail pour que ça soit productif. Moi, c'est à l'école où j'ai été, de développement, comment. Oui, maman honorable, qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui prennent le mois de la femme comme une occasion de faire n'importe quoi, parce qu'il y a certaines femmes qui se disent le jour du 8 mars, donc nous sommes là, on ne peut rien faire, ce sont les hommes qui peuvent faire pour nous des choses, nous on est là seulement pour fêter, pour s'enivrer, pour retourner à la maison. Par rapport à cette mentalité, comment est-ce que la femme peut réclamer l'égalité? Comment est-ce que la femme peut connaître ses droits? Parce que moi, quand je prends ou encore quand j'entends les femmes dire la date du 8 mars, c'est la date pour fêter, et moi je me dis, donc il y a quelque chose que nous femmes, nous n'avons pas encore compris. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette manière de penser? À Joël, je vous dis que c'est un choix que ces femmes ont opéré. Il ne faut pas les blâmer pour ça. Mais si certaines femmes, comme de mon rural, tous les jours, elles travaillent, ce sont des femmes aux 1000 bras. Elles se réveillent peut-être à 2 heures du matin, elles puisent de l'eau, elles aménagent le bois, elles vont au champ. Le soir, même ici en ville, il y a des femmes qui se réveillent à 4 heures pour être devant la boulangerie, récupérer les pains, aller les revendre. Mais si elles se disent que pour une fois le 8 mars, elles peuvent se reposer, boire, fêter, moi je ne peux pas les blâmer pour ça. Parce qu'elles ont considéré le poids du travail, le poids de l'endurance. Les femmes qui sont dans l'éducation informelle, les femmes qui sont maraîchères, les femmes qui sont dans les marchés pirates, elles n'ont jamais eu de congé. Quoi de plus naturel que le 8 mars? Elles puissent dire ça, il ne faut pas les blâmer pour ça. Moi, je trouve que c'est un jour de congé ou un mois où elles peuvent aussi penser à elles, à se faire belle, à boire, si ça ne nuit pas, si c'est, oui, à se divertir. Si cela ne touche pas à l'atteinte aux bonnes mœurs, moi, je les appuierais même en les rajoutant à boire. Oui, pourquoi pas? Parce que ces femmes n'ont jamais eu de congé, n'ont jamais eu de repos. Elles travaillent sans relâche. Les autres femmes qui sont des
dans les bureaux ont des mois de congé. Vous pouvez avoir le mois de congé, mais elles non, elles travaillent toute leur vie. Moi, j'ai été à cette école, je n'ai jamais eu de congé. En tant que tel, peut-être au Parlement, on vous dit un mois d'itinérance ou les vacances parlementaires. Même alors, vous allez vers la population. Mais ces gens, ces femmes, travaillent au quotidien tous les jours. Si elles ne travaillent pas, elles ne mangent pas. En tout cas. C'est comme ça qu'au niveau de l'ACD, là où je voulais que vous puissiez y mettre un regard, l'action communautaire pour l'économie et le développement, on regroupe ces femmes en groupe de gym, groupe d'intérêt mutuel. Elles font tourner des tontines et puis elles ont des épargnes individuelles à la maison, là où elles ont des petites caisses. Je leur demande de pointer dans cette caisse. Parce que comment elle aura son salaire? Elle pointe. Même tout ce que, oui, son mari lui donne, au lieu d'acheter les beignets, elle pointe. Quand elle gagne ses bénéfices, elle pointe aussi. Comme ça, à la fin du mois, elle a un salaire. Ça, c'est une expérience à capitaliser. Et c'est comme ça qu'il y a des femmes qui ne vivent que parce qu'elles vendent des cacahuètes et des corsets de manioc. Mais elle est femme chef de foyer parce qu'elle est divorcée ou elle est veuve. Mais quand elle n'a pas d'autre moyen de survie, si vous ne l'orientez pas, elle peut arriver à la fin du mois, elle ne paye pas le loyer, elle ne sait pas payer la scolarisation de ses enfants, ni payer les soins médicaux. Alors, quand elle épargne comme ça dans sa caisse, elle sait la survie. Oui, oui, c'est un peu ça. Elle a la survie parce qu'elle n'aura jamais de salaire dans sa vie. Voilà une façon que nous aidons à ces femmes. Maintenant, pour les journées phares, journée du monde rural, journée de l'alphabétisation, journée de la femme, journée des droits de la femme, ces jours-là, les femmes devraient vraiment se reposer, s'épanouir, se divertir. Sinon, elles vont être stressées. 365 jours sans repos. Mais voilà. Alors, quand vous envoyez, ne les condamnez pas, ne les blâmez pas. Essayez de comprendre que ce sont des opportunités. En tout cas, oui, maman, aussi concernant toujours le mois de la femme, quand nos autorités nous donnent les thèmes, est-ce que ce thème-là, c'est seulement pour les femmes intellectuelles ou encore ce thème concerne aussi les femmes ruraux? Parce que beaucoup plus, ce sont les femmes intellectuelles qui sont beaucoup plus intéressées et les femmes ruraux connaissent seulement que là, nous sommes en train de fêter la date du 8 mars, elles ne connaissent pas le thème, elles ne connaissent pas l'intérêt du thème. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Vous les sous-estimez. Soyez à l'école de l'informel où il faut capitaliser l'adulte. Ceux qui choisissent les thèmes ne sont pas foncièrement des autorités, ce sont les groupes de femmes. Il faut aller dans la genèse. Et les thèmes dépendent du moment. Même l'autonomisation dont nous parlons, c'est une marche. Depuis le 2017, on a dit horizon 2030. C'est comme ça que dans tout ce qui revient, on vous met l'autonomisation. Mais les 2014, 2015, 2016, les thèmes ont tourné sur la femme rurale. Quand c'est la femme rurale, c'est elle qu'on met en exergue. Mais ici, on a dit autonomisation, droit, égalité, autonomisation. C'est à nous de choisir, comme vous journalistes. Si vous dites qu'aujourd'hui, moi je vais promouvoir les femmes rurales, vous irez vers les femmes rurales. Mais en ayant droit, égalité et autonomisation avec les femmes rurales. Mais si vous voulez les faire avec les femmes intellectuelles, les femmes au travail, vous les ferez. Si vous voulez les faire avec les femmes journalistes, j'ai été à la foire des médias. Est-ce que possible, journalisme et médias et autonomisation? Oui, c'est possible. N'est-ce pas ça? Oui, parce que pour relever le niveau de vie des journalistes, il faudrait qu'il y ait de l'autonomisation, de l'autodépendance. Il ne faut pas être dans les SOPK. Imaginez une journaliste qui n'a pas l'autonomisation. On va la bafouer ou on va les bafouer. C'est un peu ça. Donc, on ne fait pas l'exclusion. Tout dépend de la personne qui se place devant vous. Cette fois, on n'a pas précisé, mais il y a eu précédemment des thèmes focalisés sur les femmes rurales. Et nous avons fait des efforts immenses pour les femmes rurales. Donc, on a eu des avancées. Elles ne sont pas
est tenu pour les décomptes. Soyez-en rassurés. Moi-même ici, je viens de l'itinérance, j'étais avec les femmes rurales. Oui. Donc, moi, ma sphère, c'est les femmes rurales. Donc, quand vous êtes avec moi, c'est une réponse avec les femmes rurales. Vous prendrez peut-être une autre femme qui a été élue à Lubumbashi ou qui a ses actions à Lubumbashi, vous parlera de la femme urbaine avec ses réalités. Oui. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous rappelons que nous avons reçu pour vous Honorable Liliane, qui est élue de Kambof. Donc, elle est la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'est avec elle qu'on est en train de parler tout autour du thème de l'année, femmes, jeunes filles, droit, égalité et autonomisation. Maman Liliane nous a expliqué son expérience avec les femmes rurales, comment elle a encouragé les femmes rurales à être fortes, comment avoir leur rémunération à la fin du mois, comment épargner quotidiennement pour que la femme puisse se retrouver après son travail. Et maman aussi, qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport aux gens qui se disent que les femmes qui ont... Parce que là, on nous parle de l'autonomisation. Quand la femme est autonome, il y a certaines personnes qui cherchent à décourager cette femme, qui cherchent à dire que les femmes autonomes sont beaucoup plus orgueilleuses. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Non, moi, je dirais que ce sont des préjugés inutiles. Parce qu'on ne peut pas dire une chose et le contraire. On sait que dans la société, les personnes oisives nuisent à la société. Si la femme est autonome, c'est-à-dire elle travaille, elle a un gain, elle a une rémunération, elle apporte beaucoup à la société. Alors, il faudra quand même être sans mental pour condamner cela. Mais qu'à cela ne tienne, les gens font beaucoup de confusion sur la thématique autonomisation. Autonomisation, on confond avec beaucoup de choses, la dépendance, la soumission, alors que l'autonomisation a son socle, le pouvoir économique. C'est comme ça qu'il faut voir. Et il n'y a personne dans ce monde qui peut vivre sans ce pouvoir économique. Et le pouvoir de la femme est très prépondérant, ce que je veux dire. Mais je ne voulais pas qu'on termine cette émission sans qu'on puisse mettre l'accent sur la jeune fille. Parce que de la même façon qu'on a pensé au monde rural, comme on a parlé de la jeune fille, je vous exhorterai de faire parler la jeune fille. Et là, ces mots, on lui amène beaucoup de choses. On l'empêche de s'exprimer. Il y a le mandat passé, j'ai eu à combattre les phénomènes qui sévissaient sur l'avenue Mouero avec les marchés pirates. Chaque fois qu'on voyait une jeune fille en mini-jupe, ce sont les femmes qui étaient dans les marchés pirates qui la déshabillaient, qui déchiraient ses habits et tant d'autres. Je pense que vous avez à l'esprit que notre pays n'a pas précisé l'habillement. Et moi, je m'insurge en faux, et là, je regarde bien la caméra pour dire qu'on cesse de martyriser les jeunes filles parce que les violences ne donnent pas de brèche à une fille qui est habillée en pantalon, en mini-jupe, que c'est une fille immorale et qui mérite les viols, les violences ou tant d'autres. Et surtout que notre pays est laïque, n'a pas précisé l'habillement. Donc la liberté qu'on devrait laisser à la fille, c'est de s'habiller selon son gré, mais avec la décence. Parce que ce qui fait notre miroir dans la société, c'est le moral ou la moralité. Alors, si on fait ça de la jeune fille, nous sommes les premiers bourreaux. Il arrive qu'on le fasse même à la femme. Une femme qui porte un pantalon, on commence à huer par des voyous, des délinquants. Il y a des phénomènes, on arrache des perruques aux femmes, aux jeunes filles surtout. Et une fois, c'était des plantes et la fille en est trouvée même la mort parce qu'on a fait tellement de violence. Ça s'est passé ici à Lubumbashi. Alors, je voulais que vous vulgarisez davantage, qu'on puisse considérer la jeune fille comme un être humain en gestation qui fera l'avenir de demain. Oui,
Pourquoi on ne martyrise pas l'homme qui porte les pantalons taille basse et même tous les slips, les sous-vêtements qui se fait voir, on les laisse passer, c'est normal. Et il fait des fantaisies à la tête. Mais quand il s'agit de la jeune fille, on va la torturer, la martyriser. On devrait prodiguer peut-être des conseils, mais pas faire des actions. Si cela tombe dans ma main, moi je vais revendiquer la grande justice pour cette catégorie de personnes. Alors, on ne devrait même pas justifier les violences qu'on est en train de faire à la jeune fille parce qu'elle a mis tel habit, elle a mis une robe orange parce qu'on voudrait une robe rouge. Ça, c'est vraiment être bourreau par rapport à ça. Et la loi est très claire sur ces entrefaits. Ce que je voulais relever parce que j'ai vu que vous n'avez pas vraiment mis mention sur la jeune fille. Oui, la protéger. Oui, aussi toujours par rapport à la jeune fille, ce dernier temps, on a constaté que la jeune fille n'est pas vraiment formée. On laisse la jeune fille se débrouiller toute seule. Parce que quand on voit qu'une jeune fille commence à chercher l'autonomisation, on commence à prêter des idées. Que dire à cet entourage qui cherche à prêter des idées ou encore des intentions à la jeune fille qui cherche l'autonomisation? Bon, je crois que ça prête aussi confusion par rapport à l'émancipation de la jeune fille. On ne devrait pas le lui empêcher. Mais seulement si elle est mineure, elle est sous la tutelle de l'adulte. Et même la loi a déjà mis des dispositions pour protéger les mineurs. Mais il y a jeunes filles déjà émancipées, donc avec l'âge de la majorité. C'est d'accompagner les personnes. Parce que si on devrait confiner tellement les jeunes filles, comme dans un carcan, on va les traumatiser. Et ça, c'est contre les lois fondamentales de l'épanouissement et de la naissance de la démocratie et que la démocratie a son socle qui repose sur l'égalité des droits, le droit, l'égalité des droits et l'autonomisation, comme on dit. Parce que la dépendance annihile la liberté de la personne. Et donc, dans la société, il y a des saints et des démons, des malades mentaux et des personnes normales. Alors, on ne peut pas posséder la gestion, mais on peut toujours chercher des garde-fous. Moi, je crois que celle qui nous intéresse, c'est la femme, c'est la jeune fille. Je ne pense pas qu'on ne s'occupe pas de la femme, de la jeune fille. J'ai vu seulement peut-être qu'on ne devrait pas enlever certains cours comme éducation familiale pour la remplacer à la sexualité. Toutes ces éducations devraient se compléter, déjà dès l'école. Créer des espaces où le jeune fille s'exprime et sur base de ça. Moi, je n'aime pas d'ailleurs le mot conseiller, j'aime le mot accompagner. Parce que conseiller, on va conseiller jusqu'à quand? On peut conseiller la personne à la liberté de prendre ou de laisser. Mais il faut accompagner la personne dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle entreprend, dans ce qu'elle fait, comme nous faisons l'accompagnement psychosocial. Si quelqu'un vient avec une violence, me dit, moi je veux seulement que vous m'accompagnez dans les médico-sanitaires. Ce que je vais faire, je n'irai pas en juridique, parce que ce n'est pas ce qu'elle a demandé. Parce que ce qui est fondamental à la genèse, c'est le choix de la personne. Il faut laisser, même l'enfant dans la maison, il faut lui laisser le choix. Il ne faut pas imposer. Quand on impose, on rend la personne hypocrite. Et c'est ça. Parce qu'on est très sévère envers même les jeunes personnes, même les garçons. On leur prête des intentions. Comme je dis toujours, quand je parle avec les jeunes, je dis qui peut me définir le mot copain. Du latin, ça veut dire panis, et co vient de cum, qui veut dire avec qui je partage le pain. Mais pourquoi on devrait y mettre d'autres connotations qui veut dire copain, c'est avoir des relations sexuelles dans les noirs de façon fugitive. Vous voyez, c'est comme dit Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est bon, mais c'est la société qui les rend mauvais, perverse. Alors on devrait mettre de côté tous ces préjugés et laisser les gens vivre leur vie. Parce que
moi, je n'aimerais pas être une prisonnière de quelqu'un, de ma liberté, de ma détermination. Je dois les vouloir, et à mes enfants, et à mon mari, et à tout le monde qui est dans mon entourage. Le père de Mester qui nous a enseigné l'éthique et la déontologie à l'université, il nous disait, la personne est comme les sables qu'on met dans la mer. Parce que si vous les confinez, il sort. C'est comme quand vous tenez même les jeunes personnes. Non, le sable. Essayez de faire l'exercice. Prenez les sables, vous les confinez, ça va sortir. Oui, ça va sortir. C'est comme même la jeune fille, le jeune homme, la femme, le mari, vous les tenez comme ça, il va se révéler. C'est là l'origine de l'hypocrisie. Donc, on va faire des choses pour vous satisfaire. Il faudra, mais quand vous les mettez à l'aise dans la main, ça reste. Vous voyez, c'est à l'aise. Quand vous êtes là, vous parlez à l'aise, je l'ai fait. Mais s'il y avait un policier avec arme, on va commencer à parler en regardant. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est correct? Donc, c'est ça. Oui, merci, maman honorable. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous sommes en pleine émission spéciale tranche mois de mars. Nous sommes en train de parler tout autour du thème avec honorable Liliane qui a été élue de Kombo, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Elle nous parle du thème, elle nous parle comment une femme doit vivre, elle nous parle comment la jeune fille doit être traitée dans la société, elle nous parle d'autant plus que notre pays est un pays laïque qui n'exige pas l'accoutrement parce que beaucoup de gens dans notre société cherchent à maltraiter la jeune fille par rapport à son accoutrement, cherchent à maltraiter la jeune femme par rapport à sa façon de vivre, mais ayons l'apaisement d'esprit, ayons un esprit tranquille et laissons les gens vivre à leur manière tout en les accompagnant. Ça, c'est un mot qui m'a beaucoup touchée parce que nous, on est toujours là pour dire qu'on doit conseiller, mais c'est mieux d'accompagner la personne dans son choix. Maman, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Si vous pouvez placer quelques mots pour que les téléspectateurs et téléspectatrices puissent retenir quelque chose afin de clôturer. En tout cas, j'espère que nos téléspectateurs et téléspectatrices nous ont suivis avec attention. Je voulais seulement dire, moi, ça me ferait plaisir si à une autre fois, on a l'occasion de parler, de m'appeler tout simplement Maman Liliane. Et des deux, je souhaite à toutes les femmes une bonne fête du mois et de la journée du 8 mars et bien des choses à vous et à toutes les femmes pour le mois de mars. Et puis, même les hommes genrés qui sont avec nous, qui sont dans la masculinité positive et qui nous aident à lutter contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Et ce que je dirais, que toutes les femmes, que toutes les personnes du monde sachent que les violences faites à la femme, tolérance zéro. C'est ça mon mot de la fin. Merci beaucoup, maman Liliane. Nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission. Nous remercions les autorités de Molière Télévision qui ont renouvelé leur confiance en notre personne afin de vous présenter cette spéciale tranche au mois de mars. Nous remercions M. Chires Kawel, notre DGA. Nous remercions notre superviseur, M. Chris Madi. Nous remercions notre directeur de programme, M. Jean-Paul Mougalou. Nous remercions notre directeur technique, M. Emani Kabou. Nous remercions toute l'équipe de Molière Télévision et nous vous remercions, vous, chers téléspectateurs, parce que nous savons que sans vous, nous ne sommes rien. Merci à tous et on vous dit à la prochaine.